Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 4 janvier. Inquiétante augmentation des chiffres de la délinquance en France pour l'année 2000. Information exclusive France 2. L'utilisation d'armes à l'uranium appauvri dans le conflit du Kosovo serait à l'origine de la mort de plusieurs soldats italiens et de la leucémie qui atteint 4 soldats français. L'Italie demande des explications à l'OTAN. État de grâce dans le football anglais pour les entraîneurs et les joueurs français. Le club de deuxième division de Fulham, près de Londres, entraîné par Jean Tigana, en est le meilleur exemple. Sous les yeux des internautes du monde entier, un couple new-yorkais accepte l'œil des caméras. Ça se passe à New York. Vous verrez, c'est étonnant. Et puis ce soir, et désormais tous les jeudis avant les élections municipales, je recevrai un invité politique dans la deuxième partie de cette édition. Premier invité, Jack Lang. C'est une exclusivité de la rédaction de France 2, Audrey Goutard et Pascal Doucet-Bon. Les chiffres de la délinquance en France, crimes et délits compris pour l'année 2000, sont en très nette augmentation. Les voici. En plein jour, en pleine rue, encore une attaque de fourgon blindé, la dernière d'une année noire. C'est l'image symbole de l'augmentation de l'ensemble de la délinquance en l'an 2000, plus 4,5%, la plus forte progression depuis 10 ans. Les attaques de fourgons, dont le nombre baissait en 99, augmentent de près d'un tiers en 2000. En fait, presque tous les types de vols progressent. À commencer par les escroqueries à la carte bancaire et à la cybercriminalité. Ces arnaques multiples, souvent liées à Internet, font exploser les chiffres de la délinquance économique et financière, plus 60% environ, rien qu'à Paris. Géographiquement, la tendance est la même qu'en 99. Les départements les plus urbanisés connaissent la plus forte augmentation. Avec quelques exceptions toutefois. Dans les zones rurales sous leur contrôle, les gendarmes déplorent une nette augmentation de la délinquance de voies publiques, particulièrement les vols de voitures et d'accessoires. Mais le plus inquiétant est la forte augmentation de la violence contre les personnes, plus particulièrement celle des mineurs et jeunes adultes entre eux, de la simple bagarre au meurtre. Le 8 novembre dernier, Romuald, de 14 ans, était abattu à Courcouronne pour une stupide querelle entre quartiers. Face à ce type de violence, policiers et magistrats n'ont toujours pas de réponse. Et ces statistiques se concrétisent chaque jour. Les violences de la nuit du réveillon dans un quartier de Strasbourg l'ont confirmé. Nous avons voulu savoir pourquoi ces violences et entendre quelques idées de remèdes énoncées par les habitants eux-mêmes de la cité du Neuhof où les voitures ont brûlé. Voyez le reportage d'Éléonore Gay et Jean-Pierre Pasteur. Une carcasse calcinée, oubliée sur un trottoir. Une image que ces deux jeunes responsables associatifs voudraient effacer de l'album de leur quartier. Mais au Neuhof, depuis 3 ans, la coutume s'installe. Le jeu s'est transformé en phénomène que personne ne parvient à maîtriser. S'il y a les voitures qui brûlent, je pense que c'est parce qu'il y a vraiment une révolte, c'est que les gens ils en ont marre, c'est pas pour rien qu'on brûle une voiture, c'est quand même grave de brûler une voiture. Face au pic de violence, les habitants éprouvent plus de lassitude que de peur. Derrière le rituel de fin d'année, il y a la réalité de leur quotidien. La précarité d'une population jeune, souvent issue de l'immigration. Le taux de chômage avoisine 20%, c'est 4 fois plus que la moyenne de la région. Construites à la fin des années 50, certaines zones se sont irrémédiablement dégradées. Pour toutes ces raisons, Aïcha ne pense qu'à partir, après 20 années passées au Neuhof. Avant, c'était quand même super, quoi. C'était propre. Les gens s'aidaient entre eux. Et bon, à l'époque, les parents, ils sortaient dehors, ils faisaient le thé, le café, ils s'organisaient pendant ça que nous on jouait, quoi. Et à fur et à mesure qu'on a grandi, tout a changé, quoi. Comme j'ai toujours dit, on est les oubliés ici. C'est-à-dire qu'on est dans un coin où que personne ne fait attention. Seulement il faut que l'on prenne conscience. On comprendra seulement quand le voile sera levé. Pour ne pas se laisser enfermer dans la cité, Malik rappe. Comme tous les membres de NAP, aujourd'hui sur la voie du succès, c'est un enfant du Neuhof qui cherche à comprendre les accès de violence de son quartier. Peut-être qu'il y a un abandon des politiques, des forces politiques, un abandon par rapport, je sais pas moi, à l'éducation. Lorsqu'on voit que dans des cités comme les nôtres, on a des profs qui débutent, etc., alors que peut-être qu'il faudrait qu'on fonctionne différemment, que peut-être qu'il y ait des professeurs plus expérimentés avec, comment dire, une politique pédagogique différente. Au Neuhof, ce sont les associations qui maintiennent le lien entre les habitants. Tous les soirs, Hikmet réunit dans ce foyer des jeunes qui se sentent désœuvrés, mais il sait que de telles initiatives ne suffiront pas à changer leur image. Les gens qui habitent dans ce quartier, ils sont vraiment mal vus.
Quand un jeune cherche du boulot, quand il dit qu'il habite à Neuhoff, ça passe pas en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut changer et bien sûr il y a le chômage, ça touche un peu tout le monde, quoi. Tout quartier confondu, en 2000, les actes de violence ont augmenté à Strasbourg. Au Neuhoff, ces gestes sont le signe du malaise de toute une population. Yvan Colonna, recherché comme assassin présumé du préfet Erignac, c'était le 6 février 1998 à Ajaccio, refait parler de lui. Il aurait adressé une lettre à l'hebdomadaire nationaliste Ouribumbu, où il affirme qu'il n'est pour rien dans la mort du préfet. Reportage Olivier Théron avec Hervé Pozzo. Si je m'exprime aujourd'hui, c'est pour répondre aux accusations portées contre moi. C'est par ces mots que débute la lettre de cavale d'Yvan Colonna. Écrite en langue corse, postée voici une quinzaine de jours en région parisienne, c'est le premier signe envoyé par celui qui est présenté comme le meurtrier présumé du préfet Erignac. De sa cachette, il nie toute participation à l'affaire. Je ne comprends pas pourquoi 2 membres du commando m'ont désigné comme étant le tireur. Pour l'avocat de la famille, ce courrier adressé au journal nationaliste corse Ouribumbu est un élément de plus après les rétractations des membres du commando qui devraient permettre de relancer l'enquête. Aujourd'hui, il y a quand même suffisamment d'éléments, pour le moins troublants, qui viennent combattre l'idée que Yvan Colonna serait responsable, pour ne pas faire obligation aux enquêteurs de chercher dans l'autodirection. Pour la garde des Sceaux, Marie-Lise Lebranchu, cette lettre certes est un premier signe, mais il faudrait maintenant qu'Yvan Colonna se rende. C'est la lettre de quelqu'un qui devrait être entendu par un juge d'instruction et j'espère que tous ceux qui me connaissent pourront le convaincre que l'idéal pour lui c'est d'aller devant le juge d'instruction. Mais Yvan Colonna, le berger de Cargès, le dit dans son courrier, il ne se rendra pas. Nationaliste convaincu, il ne fait pas confiance aux magistrats. Nous avons rencontré cet après-midi Jean-Hugues Colonna à Cargès, le père d'Yvan Colonna. Il se dit bien sûr content d'avoir eu des nouvelles de son fils, mais encore plus heureux de l'entendre revendiquer son innocence. En tout cas, à quelques semaines de la clôture du dossier, cette lettre devrait susciter quelques questions du côté des enquêteurs. Et puis la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de la revendication formulée hier par le groupe nationaliste corse Armata Corsa concernant 2 exécutions entre guillemets et 8 attentats. À Rouvray, dans l'Yonne, près d'Auxerre, sur les indications d'Émile Louis, on continue de fouiller les bords de la rivière Serein afin de tenter de retrouver les corps de 7 jeunes filles qui l'auraient assassinées entre 1977 et 1979. Un nouveau squelette a été mis au jour par les gendarmes. Reportage Fanny Auvergne et Alexandre Delaval. Après 2 jours de fouilles dans le 4e lieu indiqué par Émile Louis, les enquêteurs ont fait une macabre découverte. Un squelette presque complet à moins d'1 mètre de profondeur, tout près de la rivière. Hier, juste à côté, les gendarmes avaient mis à jour des vêtements, des habits de femmes et des dessous. Un funeste présage qui s'est confirmé aujourd'hui. Ils viennent de mettre à jour des ossements humains. Le magistrat instructeur va donc ordonner une expertise pour déterminer le sexe de la personne, son âge et la date approximative de son décès. C'est le 2e corps retrouvé selon les indications d'Émile Louis, toujours dans le même périmètre. Les analyses vont devoir déterminer si ces 2 squelettes correspondent aux disparus de Lyon. Au même moment, à Auxerre, l'association qui scolarisait les 7 disparus est sanctionnée. La direction est suspendue en attente d'explications devant la Fédération nationale. Une décision contestée par le président de l'association de Lyon. Elle est illégale, elle ne correspond pas au statut, alors c'est n'importe quoi. Une décision prise par le président national de l'association des adultes et jeunes handicapés. Il espère ainsi éclaircir les dysfonctionnements du comité de Lyon. Le reproche majeur que je fais au comité et aux salariés qui peut-être ont tenu responsabilité, à certains salariés qui ont tenu responsabilité dans ce dysfonctionnement, c'est de ne pas avoir aidé à ce que la vérité éclate beaucoup plus tôt. Dans 10 jours, une réunion entre les instances nationales et locales permettra peut-être, enfin, de comprendre ce qui s'est passé. Au lendemain de la mort de l'un de leurs collègues, c'était à l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif dans le Val-de-Marne, les convoyeurs de fonds de la Brinks étaient en grève. Leurs représentants se sont retrouvés avec le ministre autour d'une table cet après-midi pour tenter de créer de nouvelles conditions de sécurité. Reportage Gilles Marinet, Loïc Delamornay et Éric Delagneau. Il y en a marre. Moi j'en ai ras-le-bol aujourd'hui, j'en ai marre, je vous laisse tomber. Dépôt parisien de la Brinks, tôt ce matin. Les nerfs lâches. 4 morts l'an passé et 2001 qui débute par un assassinat. Les syndicalistes appellent à la grève et au boycott des distributeurs bancaires. Oui, les distributeurs automobiliers, on ne va plus les faire. Ça va être comme ça que ça va faire. Les copains, ils ne vont plus faire les distributeurs automatiques de billets. Suivant ce qu'ils se disent cet après-midi. Ah ouais.
16 heures au ministère des Transports. C'est ici qu'en mai dernier était signé un accord sur la sécurisation des sites bancaires. Selon les syndicats, aucune mesure n'est entrée en application. On a prévenu ce matin officiellement et hier que si rien n'était fait, avec l'approche de l'euro, on risquait de bloquer tout le système. Et nous, on y est prêts. Donc, à bon entendeur, salut. Et comme pour conforter les craintes des convoyeurs, les banques sont sorties aujourd'hui d'un mutisme de plusieurs mois, affirmant leur désaccord avec une loi qui les oblige à sécuriser en 2 ans des milliers d'agences et de distributeurs. Je suis désolé, ce décret est un décret technocratique. Ce n'est pas un décret pratique. Il empêche l'application concrète et rapide de certaines mesures. Oui. Est-ce que l'ensemble des banques pensent ceci? Ah, je crois, oui. En clair, la profession bancaire propose de sécuriser en 6 mois quelques centaines de sites parmi les plus sensibles. Pour le reste, elle veut du temps, bien au-delà de 2002. Réponse identique du gouvernement et des syndicats, c'est non. Apparemment, l'association française des banques qui espérait voir le délai de 2 ans prolongé, là ils l'ont dans le dos. Là, les ministres ont été clairs et nets, pas question, c'est 2 ans, rien que 2 ans, tout 2 ans. Les préfets vont recevoir une circulaire leur demandant de recenser les lieux à risque et, s'il le faut, d'en recommander la fermeture. Les convoyeurs, eux, décident demain s'ils poursuivent la grève. L'utilisation par les forces de l'OTAN de munitions à l'uranium appauvri lors du conflit du Kosovo pourrait être à l'origine de la mort de plusieurs militaires italiens. Le président du Conseil italien demande maintenant des explications à l'OTAN. La Commission européenne fait part de ses préoccupations. Enfin, le ministère de la Défense à Paris vient d'indiquer que 4 soldats français ayant servi en ex-Yougoslavie sont actuellement traités pour leucémie. Commentaire Bernard Lebrun avec Alain Chalvron à Rome. À dater de 1995, le conflit dans les Balkans a changé de nature, pas seulement en raison des bombardements de l'OTAN, mais aussi par l'utilisation pour la première fois en Europe d'obus dits à uranium appauvri pour détruire les blindés serbes. Pour percer ces blindages qui deviennent de plus en plus sophistiqués, il faut des pointes de plus en plus dures. Bon, avant d'utiliser les pointes tungstène, mais il y a des blindages qui sont suffisamment costauds pour résister à ces pointes. Et donc on a fait des pointes de l'uranium appauvri, qui est le métal actuellement le plus lourd que l'on puisse imaginer. Ces obus ne dégagent pas de radioactivité, mais en revanche une pollution chimique nuisible, tant pour les soldats que les populations à proximité. Le ministère de la Défense a reconnu aujourd'hui que sur 5 militaires d'active atteints de leucémie, 4 avaient servi en Bosnie et ou au Kosovo. En fait, en affinant un peu les études, on sent qu'il y a une probabilité plus forte d'avoir contracté cette maladie chez ceux qui étaient en ex-Yougoslavie, mais seulement un peu plus forte. Donc c'est rien à voir avec le rapport de 1 à 5 que l'on peut imaginer en vous donnant ces chiffres un peu brutalement. Lui s'appelait Salvatore Carbonaro, soldat italien en Bosnie. Sa dernière phrase aura été « Je veux savoir pourquoi je suis en train de mourir ». Il avait 24 ans. 6 jeunes Italiens, ex-casque bleu, sont morts récemment de cancer. Le syndrome des Balkans terrorise l'Italie au point que le chef de l'État s'est adressé aux armées pour apaiser la psychose. L'Italie somme l'OTAN de dire la vérité. Militaires belges, portugais et français désormais demandent aussi à connaître les dates et zones de tir avec ces obus. Et pourtant jusqu'alors, les scientifiques demeuraient sceptiques quant à la relation de cause à effet leucémique. Les symptômes peuvent exister. Ce que je mets en doute, c'est un lien avec l'uranium appauvri. Ça ne correspond pas du tout avec les connaissances que nous avons depuis 50 ans sur la toxicité de l'uranium. L'OTAN est sur le banc des accusés, mais il aura fallu l'émotion provoquée en Italie pour que les autres états-majors parlent à un principe de précaution, en quelque sorte. Le président palestinien Yasser Arafat, de retour à Gaza après des entretiens au Caire avec le président Moubarak et les différents représentants des pays de la Ligue arabe, espère un accord de paix avant le 20 janvier. Il avait accepté dès hier de reprendre des négociations directes avec Israël sur la base du plan de paix proposé par Bill Clinton. Israël conditionne ses efforts de paix à la baisse de la violence. Monsieur Ben-Ami, ministre des Affaires étrangères israélien, pense qu'il est effectivement possible de conclure un accord rapidement. Mais hier soir et ce matin, l'intifada continuait. Des positions militaires israéliennes ont essuyé des tirs. L'exaspération des Palestiniens de Gaza contre le bouclage très sévère des territoires mis en place par Israël est telle qu'à tout moment, le face-à-face peut dégénérer. Voyez le reportage de notre envoyé spécial Claude Sampère avec Talal Abouramé à Gaza. La route principale de la bande de Gaza ce matin. Personne. Des chars israéliens ont pris position sur cette route en plusieurs points.
Depuis le 28 septembre, la bande de Gaza est soumise à un bouclage strict à ses frontières avec Israël. Mais depuis 3 jours, les barrages ont pris place à l'intérieur même de la bande de Gaza, rendant toute circulation impossible, sauf pour les ambulances. 300 mètres avant le checkpoint, quelques fermiers palestiniens qui attendent une hypothétique ouverture. On ne sait pas où aller. On a nos légumes, nos fruits à ramasser et à vendre, et ils ne nous laissent pas passer. Dès qu'on s'approche, ils tirent. On voudrait juste qu'ils ouvrent la route une demi-heure, 10 minutes, et ils ne veulent pas. Sur la route du bord de mer, un autre barrage. Les soldats palestiniens sont nerveux. Yasser Arafat, de retour du Caire, doit passer ici même dans quelques heures. Après de longues tractations, les soldats israéliens acceptent de lever partiellement leur barrage. Mais les Palestiniens ne sont pas contents. Il reste de la terre sur la route. Les policiers s'avancent. Ultime négociation. Les Israéliens refusent d'en faire plus. Le bulldozer s'en va, suivi quelques minutes plus tard par les tanks. Immédiatement, on aperçoit plusieurs personnes qui s'enfuient. Des familles palestiniennes qui étaient bloquées, cachées chez elles depuis 3 jours à côté du barrage. Je ne suis pas sûr que ça va aller, dit cette jeune fille. Vous savez, c'est la liberté, je vais pleurer. 3 jours, 3 nuits sans nourriture. On a eu si peur. Merci mon Dieu, dit-elle. Dans la ville de Gaza, coupée du monde, pas de problème de nourriture, pas de problème d'approvisionnement. Mais pour toutes les entreprises, surtout dans le domaine du bâtiment, plus de travail. Dans cette fabrique de céramique travaillent d'habitude 40 ouvriers. Son propriétaire nous explique qu'il est aujourd'hui au bord de la faillite. Il perd, dit-il, plus de $10 000 par jour. En fin de journée, le barrage sur la route d'Arafat était définitivement levé. Ces gardes du corps pouvaient se rendre à l'aéroport pour aller le chercher. Un barrage levé, mais tous les autres sont encore là, et les Palestiniens de Gaza se demandent quand tout cela va finir. Il y avait au moins 100 000 personnes hier soir à Prague venues manifester leur soutien à des journalistes de la télévision publique tchèque en conflit ouvert avec leur nouveau directeur, dont la nomination est considérée comme une atteinte à leur indépendance. Commentaire Pascal Golomer. La place Venceslas à Prague n'avait pas connu pareil rassemblement depuis plus de 10 ans. Depuis la révolution de velours qui avait provoqué la chute du régime communiste. Mais cette fois, les dizaines de milliers de manifestants sont venus soutenir les journalistes de la télévision tchèque en grève depuis le 23 décembre. Des journalistes qui occupent les locaux de la rédaction nuit et jour et qui diffusent quelques bulletins d'information pirates sur le réseau satellite, tandis que les journaux officiels ont été réduits au minimum. Les grévistes réclament le départ du nouveau directeur de la télévision, Jiří Hodáč, qu'ils estiment trop proche du principal parti de droite. Il a été nommé par ce Conseil des sages, une émanation du Parlement où la droite est justement majoritaire. Le directeur rejette ces accusations. C'est n'importe quoi. Jamais dans le passé, je n'ai été membre d'un parti politique. Et je n'ai pas l'intention de le devenir dans le futur. Le président Havel et le gouvernement social-démocrate soutiennent ouvertement les grévistes et demandent au Parlement d'examiner dès demain, en urgence, un projet de loi qui réforme la nomination des dirigeants de la télévision. Jiří Hodáč, lui, a dû être hospitalisé aujourd'hui après avoir été vraisemblablement victime d'un malaise cardiaque. La Ligue des droits de l'homme vient de diffuser une enquête sur l'exercice du droit de préemption par la municipalité d'Aumont, c'est dans le département du Nord, non loin de Lille. Selon cette enquête, le maire de cette ville conduit une politique discriminatoire en abusant de son droit de préemption pour empêcher des personnes étrangères d'acquérir des logements. Voyez le reportage de Christophe Nedart avec Patrick Desmully. Voilà, c'est la maison que j'ai achetée le 14 décembre 1998 et dont le maire a fait son droit de préemption. Est-ce que vous savez pourquoi vous n'avez pas pu acheter cette maison? Peut-être que c'est parce que j'étais d'origine maghrébine, certainement. Vous avez réussi à vous installer à Aumont depuis? Non, j'ai dû quitter la ville et c'est parce que j'ai trouvé une meilleure affaire ailleurs. Des témoignages comme ça, la Ligue des droits de l'homme en a recueilli 14. 14 personnes d'origine maghrébine privées de l'achat d'une maison à Aumont. À chaque fois, le maire RPF, Joël Villemotte, invoque le droit de préemption,
La loi permet ainsi à la commune d'acheter en priorité tout logement mis en vente. À Aumont, les transactions immobilières sont sous haute surveillance. Certains propriétaires ont subi des pressions. Josette, par exemple, voulait vendre une maison à un Marocain. Un jour, elle a reçu la visite d'un conseiller municipal. Il m'a dit, à qui vous voulez vendre cette maison? J'ai dit, je vais vendre cette maison-là à un couple de Marocains. Alors, il m'a dit, pas question que ce Marocain-là, il vienne ici sur Aumont. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi? Alors il m'a dit comme ça, qu'on allait être envahi à Aumont d'étrangers, qu'il en avait assez. Même les agences immobilières s'y sont mises. Selon plusieurs témoins, elles n'hésitent plus à sélectionner leurs clients. Quand on y va à l'agence immobilière, ils nous voient, c'est nord-africain ou quelque chose, ils nous disent, vous savez bien qu'est-ce qui se passe dans la ville d'Aumont. Alors maintenant, on n'y va plus, on n'achète plus. Joël Villemotte réfute toutes ces accusations. Le maire d'Aumont dénonce une manipulation politique à l'approche des municipales. Et nous avons en face des personnes politiquement engagées, qui sont des opposants, qui utilisent des moyens tirés, je vais dire, de ce coup politique pour déstabiliser un maire. Ce n'est pas la première fois qu'on reproche à Joël Villemotte des pratiques discriminatoires. En 91, il a déjà refusé d'inscrire à l'école 3 enfants immigrés. Et cet été, il a été mis en examen pour discrimination raciale. À Aumont, le maire s'opposerait au mariage de maghrébins le samedi après-midi. En football, la manière française connaît un vif succès en Angleterre. On appelle ça la French Touch. Et la plus belle démonstration actuelle vient de Fulham. C'est dans la banlieue de Londres, un petit club de 2e division, racheté par Mohamed Al Fayed et entraîné par Jean Tigana. Fulham domine très largement la 2e division, au point d'être montré en exemple. Reportage Laurent Boussier avec Stan Rosenlund. Une signature sur un ballon et les gamins de cette banlieue sud de Londres sont aux anges. Il faut dire qu'ici à Fulham, le nom de Tigana est synonyme de bonheur. Scène ordinaire d'un jour d'entraînement, sous la pluie, Jean Tigana, le patron de l'équipe, donne du geste et de la voix. Depuis son arrivée en juillet, l'ancien international a complètement révolutionné la vie de ce club, plus que centenaire. Entraînements plus nombreux, mieux adaptés, nouvelle alimentation, interdiction de l'alcool et arrivée de 2 joueurs français. Ici, on ne parle plus que de la Tigana's Revolution. Disons que j'apporte mon expérience, le vécu de joueur et le vécu d'entraîneur. J'ai essayé de mettre en place des protocoles d'entraînement. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus poussé que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et ceux qui sont sceptiques, ils se mettent sur le côté, ils nous regardent travailler. Bon, maintenant, je crois qu'il y en a de moins en moins. Il faut dire que les résultats ont dépassé les meilleures espérances. Abonné depuis des années aux profondeurs du classement, Fulham écrase cette saison toute opposition. Meilleure attaque, meilleure défense de la 2e division anglaise, à la plus grande joie du propriétaire du club, le milliardaire égyptien Mohamed Al Fayed. Tigana donne à chacun sa place dans le jeu, les attaquants, les avant-centres, les défenseurs. Il a du savoir-faire, Tigana. Il est toujours avec les joueurs, à l'entraînement, il est créatif et il a su leur donner confiance. On a vraiment de la chance de l'avoir avec nous. Alors à Fulham, tout le monde rêve déjà de la Première Ligue, la D1 anglaise. Si la balade de Fulham continue, Jean Tigana y rejoindrait d'autres entraîneurs français comme Gérard Rouillet à Liverpool ou Arsène Wenger à Arsenal, qui forment ce que les Anglais appellent la French Expertise. Un transfert de début d'année dans le championnat de première division. L'international lyonnais Tony Vérel rejoint les Girondins de Bordeaux pour 6 mois. 4e étape du rallye Paris-Dakar avec pour la première fois des épreuves sur le continent africain. C'est au Maroc, 602 km. Au classement général auto, c'est Jean-Louis Schlesser. Et moto, c'est Richard V qui domine. Reportage de nos envoyés spéciaux Christelle Bertrand et Rémi Poissonnier. Ménager sa monture, voilà la motivation de tous les pilotes. Sur le premier bivouac du rallye, le garage est en plein air. Chaque boulon est inspecté. C'est aussi la première grande révision depuis le départ du 1er janvier. Aujourd'hui, fini le confort des hôtels, le rallye fait du camping. Jusqu'à maintenant, ça se passait bien parce qu'on était en Europe. Et puis là, on va inaugurer ce soir. On a mis les tentes, vous voyez. On va se débrouiller. Je pense que ça va être très sympa. Le Dakar n'était pas passé par le Maroc depuis 3 ans. Cette courte étape de mise en jambe après une nuit passée sur le bateau n'a pas trop usé les organismes. Les concurrents ont quand même parcouru 600 km, au bout desquels les attendent un comité d'accueil local et typique. Le
folklore du rallye a pris ses marques. Le vrai dépaysement commence, la température augmente. En Afrique, la course est enfin à l'heure d'été. Demain, le rallye arrive à Ouarzazate, 333 km de spécial pendant lesquels les concurrents vont traverser les plus beaux paysages du Maroc. Le sable et le désert se rapprochent. La mode culturelle de l'Internet permet tous les excès. Un couple new-yorkais qui venait de faire faillite tente de se refaire. Le couple va vivre pendant 40 jours au moins sous le regard de multiples mini-caméras et alimenter ainsi un site pour voyeurs ou curieux, comme il en existe déjà de plus en plus sur le net. Vous voyez le reportage de notre correspondante à New York, Isabelle Bechler et Édouard Perrin. Jill 1968, she's from Canada. 300 mètres carrés de loft sur Broadway pour une expérience qui se situe quelque part entre technologie, ethnologie, voyeurisme et démarche artistique. Via son ordinateur, Tania converse avec les gens qui la regardent vivre dans l'appartement qu'elle partage avec Josh. Tout cela se passe sur Nous vivons en public, le site qu'ils ont inventé. Le dispositif est aussi astucieux qu'effrayant. En entrant chez nous, vous êtes tout de suite nez à nez avec une caméra. En tout, il y en a 32 dans l'appartement. Elles sont toutes munies de détecteurs de mouvement et de chaleur qui les orientent. Et il y a aussi des caméras dans des endroits inattendus, comme le frigo par exemple. Une caméra infrarouge traque les gourmandises des uns et des autres. Ça, c'est la caméra dangereuse, dans la cuvette des WC visiteurs. Elle se déclenche au mouvement, donc quand quelqu'un s'assied, elle est activée. Au-dessus de notre lit, il y en a une pour les plans larges et une autre de côté pour les plans serrés. Malgré l'infrarouge sans pitié de la chambre, les internautes en sont souvent pour leurs frais. Je ressens une nette baisse de ma libido, parce que je ne peux pas m'exprimer librement dans ce genre de circonstances. Moi, en tout cas, je n'en suis pas là. Ce n'est pas comme pour les toilettes ou la salle de bain. Là, je sens que je suis sur le point de passer le cap. L'expérience de Josh et Tania les pousse au paroxysme du contrôle de leur vie de tous les jours. Un dispositif à la Big Brother qui a coûté plusieurs millions de francs à Josh, ex-PDG d'une télé-internet qui a fait faillite. Le résultat de ces 100 jours sous surveillance sera présenté comme une installation dans une galerie d'art et des tranches de leur vie seront vendues sur cassette. Je suis plutôt timide, pas du tout exhibitionniste comme on pourrait le penser. Maintenant, quand je me change, je mets un peignoir et je me change caché dessous. Voilà le résultat. Les deux chats de l'appartement ne semblent pas particulièrement stressés, mais allez savoir s'ils se sentent épiés. Avec 32 caméras qui épient chacun de leurs gestes, Josh et Tania ont trouvé une nouvelle manière de communiquer sur la vie quotidienne de la génération Internet en 2001. Seul problème, leur intimité leur échappe. Pour la retrouver, une seule solution, quitter leur appartement. Voilà, et maintenant, comme chaque jeudi jusqu'aux élections municipales, dont le premier tour aura lieu le 8 mars prochain, je reçois un invité politique pour la deuxième partie de cette édition. Ce soir, Jack Lang, le ministre de l'Éducation, qui recueille les meilleurs chiffres des sondages de popularité et sur le bilan duquel il paraît difficile de trouver des critiques très sévères. Vous voyez le reportage de Jeff Wittenberg avec Philippe Deslandes. Vous le savez, vous les élèves, que cette expérience... Il y a 9 mois que Jack Lang est devenu le premier prof de France, 9 mois qu'à la surprise d'un peu tout le monde, il était à l'époque engagé dans la course à la mairie de Paris, Jack Lang a remplacé celui par qui la colère, les manifs à répétition du monde enseignant étaient arrivés, Claude Allègre. Lorsqu'il s'installe rue de Grenelle, le Premier ministre a un premier incendie à éteindre, la crise dans les lycées professionnels. Ce sera fait par des crédits supplémentaires. Entre Jack Lang et son prédécesseur, c'est la méthode, le style et surtout les propos sur les enseignants qui changent. Là où l'un parlait du mammouth à dégraisser, l'autre salue les serviteurs de la République. Un discours qui forcément passe mieux, celle qui dirige le principal syndicat de l'éducation depuis 16 ans et qui a vu défiler 6 ministres le confirme. Ce qui a changé, c'est une attitude de respect des personnels de l'éducation nationale, dont il reconnaît la conscience professionnelle et la compétence. En même temps, ce ministre, comme le précédent, fait partie d'un gouvernement qui est encore très paralysé par un choix qui nous semble négatif de vouloir réduire en permanence les dépenses publiques. De l'argent, Jack Lang en injecte dans un plan pluriannuel de recrutement d'enseignants, 4 milliards de francs jusqu'en 2004. C'est l'une des décisions symboles de ces 9 mois avec le chantier de l'école primaire ou encore la naissance d'un haut conseil de l'évaluation pour les élèves, les profs, les établissements. En progrès, note l'opposition,
mais peut mieux faire. Jack Lang a au moins une qualité, c'est qu'il écoute. Son prédécesseur n'écoutait rien. Est-ce qu'il entend? Ça, c'est autre chose. Mais je ne suis pas sûr qu'il entende vraiment et qu'au fond, il ne soit pas là pour calmer électoralement le corps professoral jusqu'aux élections. Et puis ensuite, on verra. Jack Lang va-t-il réconcilier la gauche avec le monde enseignant? Peut-être, au risque de donner le sentiment qu'il enterre les grandes réformes engagées par son prédécesseur. Jack Lang, bonsoir. Bonsoir. Pour les vœux de ce début d'année, le président de la République a parlé d'une année utile. Sous-entendu, le gouvernement est plutôt immobile. Alors est-ce que vous pouvez dire que effectivement c'est un gouvernement qui réforme? On a l'impression qu'effectivement vous vivez un peu sur un bilan. D'abord, un bilan, ce n'est pas rien. Et en même temps, quand on entend des propos de ce genre sur l'immobilisme, on se demande si on ne rêve pas un peu. Et si l'on vit dans le même pays, la même situation. Ce gouvernement auquel j'appartiens est un gouvernement de la transformation et de l'innovation. Et il a accompli de grandes tâches depuis 3 ans, et il entend bien chaque jour, au cours des 17 mois qui le séparent des prochaines échéances, agir, transformer, innover. Parlons concrètement. L'emploi, qui est une des priorités numéro 1 de ce gouvernement. En 3 ans, 1 million, bientôt 1 million de chômeurs en moins, c'est-à-dire 1 million de salaires en plus. Bientôt, nous réussirons à passer en dessous de la barre des 2 millions de chômeurs. C'est encore trop, mais on sent que l'effort continue, que la politique économique qui a été menée par le gouvernement porte ses fruits. Prenez les décisions qui vont s'appliquer au cours des prochains temps. Vous parlez élections municipales. Imaginez, oui, en effet, mais imaginez le petit coup de tonnerre qui va se produire au lendemain des élections municipales. Sur 500 000 conseillers municipaux qui seront élus par les Français, près de 250 000 seront des femmes. C'est une vous êtes première. sûr de ça? Vous êtes sûr que la parité, tous les partis vont réussir à l'appliquer? C'est une obligation. Ouais. C'est une loi que nous avons imposée et que les partis devront respecter. Et je crois d'ailleurs, c'est le seul pays d'Europe où on a imposé dans les élections locales cette exigence de parité. Beaucoup de retard. Hein. On avait du retard à rattraper. Bon, ce gouvernement le rattrape. 2 choses. Réforme de l'État, fiscalité, retraite. Il n'y a pas de grande réforme là-dessus. Mais comment? Prenez l'exemple de la fiscalité. Il y a eu sur toute une série de sujets, naturellement l'encouragement aux investissements, mais en même temps les efforts en faveur des bas revenus ou des salaires les plus modestes. Simplement, il y a cet incident de parcours du Conseil constitutionnel qui, brutalement, prive plusieurs millions de personnes de la décision qui avait été prise par le gouvernement. Et j'espère que nous réussiront à trouver une solution de rattrapage. Petit incident, en tant que professeur de droit, ça vous choque ce rôle du Conseil constitutionnel? Le raisonnement juridique connaît parfois des parcours étranges. Mais vous avez l'impression que c'est une décision politique? Je ne le dis pas, mais je ne suis pas sûr qu'en tant que juriste, je puisse partager, mais ça c'est une question personnelle, l'ensemble des raisonnements qui ont été utilisés. Mais l'important, c'est que notre gouvernement puisse très rapidement réparer cet incident de parcours. Sur un problème précis dont on parlait au début du journal, à savoir l'augmentation de la délinquance. Vous faisiez partie du séminaire du gouvernement aujourd'hui, autour de Lionel Jospin. Est-ce que vous avez pris acte, effectivement, de cette augmentation importante de la délinquance, des actes de violence? C'est un sujet qui préoccupe, je dirais, l'ensemble des gouvernements d'Europe, parce que le phénomène n'est pas spécifique à la France. Beaucoup de mesures ont été prises depuis 3 ans, en particulier sous la forme de la police de proximité. C'est une question qui dépasse en même temps le seul ministre de l'Intérieur ou le seul ministre de ceci ou de cela. C'est une question de société. Nous avons convenu sur ce point d'organiser prochainement une nouvelle réflexion, car je crois qu'en effet, on ne peut pas ne pas être préoccupé par cette augmentation de certaines formes d'incivilité de la part de jeunes de plus en plus jeunes. Et la question qui est posée n'est pas seulement à l'égard du gouvernement, mais à l'égard de nous tous collectivement, vous, les médias, les différents responsables, les parents. Et je crois qu'il est souhaitable que nous puissions, sur ce point, amorcer une réflexion complémentaire. Alors vous, directement, d'ailleurs, ministre de l'Éducation, pour la première fois dans un grand lycée parisien, lycée Voltaire, il y a eu une grève suite à des agressions, à des violences importantes. Vous êtes confronté dans l'éducation nationale à des actes d'agression à l'égard de professeurs, d'enseignants? Oui, cela arrive. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre des policiers à l'intérieur? Vous allez opérer des contrôles supplémentaires? Une série de mesures. Je dirais d'abord que la première réponse, c'est la transformation de la pédagogie, la transformation de l'enseignement lui-même, d'où les réformes que j'ai engagées.
à l'école primaire, au lycée, bientôt au collège, pour redonner sens à l'éducation nationale, pour que les jeunes puissent mieux percevoir comment ils doivent s'insérer dans un système d'éducation qui les aide à trouver confiance en eux-mêmes et demain à trouver un emploi. Et puis il y a toute une série de mesures pratiques que nous avons prises. J'ai mis en place un comité national anti-violence présidé par une femme, Madame Henrich, qui, dans sa vie d'inspectrice, a réussi dans de nombreux départements à éradiquer la violence et qui s'est entourée de magistrats, de policiers, d'éducateurs qui, sur le terrain, là encore, ont réussi à faire reculer la violence. Cette expérience, vous allez l'étendre à tous les lycées, tous les établissements scolaires français? À l'ensemble des établissements scolaires français. Parce qu'il y a des enseignants qui sont confrontés jour après jour à des actes de violence, à des agressions. On raconte que bien des élèves ont des portables maintenant, qui communiquent, qui font un petit peu ce qu'ils veulent. Il ne faut pas non plus ajouter les fantasmes aux fantasmes. Disons que la violence que je réprouve et que je condamne et que nous voulons faire reculer dans certains établissements est beaucoup plus faible dans l'école, Dieu merci, qu'à l'extérieur de l'école, dans la société. Vous évoquiez la réforme des collèges, c'est pour dans les semaines qui viennent. Il y avait une réforme aussi de formation des maîtres qui était en cours. Absolument, absolument. Depuis 8 mois, je crois que nous n'avons pas chômé. Réforme des lycées professionnels, rénovation des programmes, transformation de l'école primaire pour que dès le plus jeune âge, les enfants puissent être maîtres de l'écriture et de la lecture et apprennent une langue vivante étrangère. Et puis, on va s'attaquer en effet à la question des collèges et j'espère réussir avant 3 mois à mettre au point une réforme nécessaire, dans le même temps où il nous faut en effet, vous le rappelez à l'instant, rénover profondément la formation des maîtres. Pourquoi ? Parce que dans les 10 ans qui viennent, il nous faudra renouveler un professeur sur 2 et grâce au Premier ministre, nous avons mis au point... En raison du vieillissement de la renouvellement des générations, qui d'ailleurs existe dans l'ensemble des administrations de l'État. Et le service public de l'éducation nationale va se transformer et se rénover. Mais pour se transformer, il faut que nous puissions programmer ces recrutements. Et l'idée qu'a eu le Premier ministre, que j'ai mise en application, est de mettre au point un plan pluriannuel de recrutement qui nous permet de maîtriser, de prévoir, c'est sans précédent dans l'histoire d'une administration, les recrutements pour les années qui viennent. Alors, à vous écouter, Jack Lang, qu'est-ce qui fait qu'on dit, au fond, Jack Lang, il gère une situation, avant son prédécesseur, au moins lui, il boostait, il secouait tout le monde, et maintenant, on a l'impression que c'est le calme plat, qu'il ne se passe plus rien, qu'il n'y a plus de conflit. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que... D'abord, je ne suis pas un marchand de sable. Je ne suis pas là pour endormir, pour mettre en sommeil. Je crois quand même avoir la réputation d'une personne qui, avec ses défauts, transforme, change, là où il exerce une responsabilité. Oui, mais ça, Claude Allègre le faisait, il remuait tout le monde. Chacun son tempérament, chacun son style. Moi, je pense que si l'on veut profondément changer l'éducation nationale, et je le veux, et nous réussirons à changer profondément notre éducation nationale, on crée d'abord un climat de respect et de confiance. Il faut renouer les fils du dialogue. Les professeurs méritent d'être épaulés, soutenus, accompagnés. Ils font un magnifique métier de passeurs de savoir, d'éveilleurs des sensibilités et des consciences, mais en même temps c'est un métier difficile. Et il est normal que leurs ministres et la nation tout entière soient à leur côté pour qu'ils accomplissent leur métier dans le respect. Et à partir de là, chantier après chantier, sujet après sujet, nous transformons. J'ai évoqué quelques thèmes. D'autres changements vont intervenir et, croyez-moi, on s'apercevra dans 3 mois, c'est-à-dire 1 an après ma nomination, que le paysage s'est rajeuni, transformé et que nous pouvons avoir l'ambition de donner aux jeunes Français l'une des meilleures éducations au monde. En 81, vous aviez eu cette phrase qu'on vous a d'ailleurs souvent balancée, notamment Laurent Gérard, qui disait formidable, disait on est passé de l'ombre à la lumière. On en est où maintenant ? Disons que je ne sais pas à quoi vous faites allusion, je dirais simplement que si je parle globalement de ce gouvernement, rappelons-nous un instant, dans la mémoire courte, ce qu'était la situation du pays voici 3 ans, sous le gouvernement d'Alain Juppé, qui est un homme respectable, mais qui avait créé une situation dans laquelle la déprime s'était installée. Le pays semblait bloqué, essoufflé, fatigué. Le chômage ne reculait pas, la croissance était à l'état quasiment nul. 3 ans après,
le pays est en marche. Je crois que le moral est au rendez-vous. Naturellement, il y a des problèmes à résoudre, des injustices sociales à corriger, des transformations encore à apporter, mais je dirais qu'il y a une dynamique, une volonté, une énergie collective qui nous permettra dans les mois qui viennent de continuer à changer et à transformer. Vous étiez très proche du président Mitterrand. Comment vous appréciez le fait que l'un de ses fils soit en prison? J'ai écouté hier soir Gilbert Mitterrand, ici même dans cette édition. J'étais ému et touché par ce qu'il a dit. Je suis en même temps en pleine harmonie affective avec Danielle, leur maman, qui est une femme courageuse et combative. En tant que ministre, je ne peux pas porter une appréciation sur une affaire que je ne connais pas par ailleurs. Je note simplement que, selon l'avocat, le dossier est vide. Je constate aussi, c'est un fait, que la chambre d'accusation a donné tort au juge d'instruction qui avait incarcéré à la hâte Jean-Christophe Mitterrand. Pour le reste, je crois qu'il faut faire prévaloir, dans son cas comme dans tous les autres cas, le principe de la présomption d'innocence. C'est valable pour M. Roussin, c'est valable pour Jean-Christophe Mitterrand, pour tout le monde. Pour chaque citoyen. Je dirais qu'il est vital que dans notre pays, aucun d'entre nous, simple citoyen, homme politique ou fonctionnaire de la justice, puisse se sentir au-dessus des lois. Et vous avez le sentiment qu'il y a une tentation chez les juges de régler des comptes avec des politiques? Je n'ai pas d'appréciation à apporter sur ce sujet. Je crois que les rapports entre la justice et la police et le pouvoir, c'est une longue histoire. Il faut remonter à l'Ancien Régime, mais nous n'avons pas le temps ce soir. C'est un sujet de réflexion assez intéressant. Non, je crois simplement que... Vous n'êtes pas comme Michel Charasse ou d'autres qui disent qu'il y a effectivement des juges qui veulent se payer des politiques. Mais il y a des ministres qui parfois abusent de leur pouvoir. Il y a parfois des enseignants, j'en suis un, qui peuvent abuser de leur pouvoir. Il y a des journalistes qui peuvent abuser de leur pouvoir. Et il peut arriver, en effet, que des fonctionnaires de justice ne respectent pas la loi. Simplement, il faut que, dans notre pays, la séparation des pouvoirs soit mieux garantie encore, et que chacun, quelle que soit sa fonction, s'acharne à respecter la loi, quel qu'en soit le prix. Une dernière question, Jack Lang. Vous êtes définitivement le plus populaire. C'était un institut de sondage qui disait qu'il y a une énigme Jack Lang. Alors j'ai encore un autre sondage qui va être publié par notre confrère La Dépêche du Midi le 9 janvier prochain. Et dans La Dépêche du Midi, on lit que vous recueillez très largement devant vos prédécesseurs l'assentiment d'une immense majorité des parents, des éducateurs, des enseignants. On vous dit soucieux de l'intérêt des élèves, soucieux des enseignants et tout. Comment vous expliquez cette réussite de popularité? Ce n'est pas à moi. Quand même, vous avez bien votre petite idée, vous avez une technique, vous avez quelque chose, un savoir-faire personnel? Je vous dirais simplement que, je ne sais pas si c'est une technique, mais je suis comme je suis, avec beaucoup de défauts certainement, mais d'abord habité par une passion. Ça me rassure, vous disiez que vous avez des défauts. Beaucoup de défauts, bon. Mais je ne sais pas si c'est un défaut, j'ai la passion du travail, j'ai la passion du service de l'État, j'ai la passion de l'éducation et de la culture. Et j'ai l'ambition, au service de notre gouvernement, j'ai l'ambition que notre éducation nationale devienne créative, vivante et capable d'offrir, je le répète, aux jeunes générations une possibilité d'être bien formées, de pouvoir par conséquent demain trouver un travail, un emploi et de s'insérer dans la société. Voilà. Mais vous avez quand même des défauts. Beaucoup de défauts, je vous l'ai dit. Quel est le défaut que vous reconnaissez? Peut-être une forme d'impatience et une forme aussi d'obstination quand je crois quelque chose. Alors quand je crois quelque chose qui n'est pas mal, c'est plutôt bien. Mais sinon... Mais quand je suis dans l'erreur, c'est plutôt pas bien. Merci Jack Lang. Vous étiez le premier invité de notre série qui durera jusqu'à la fin de la période de la campagne électorale jusqu'aux élections municipales les 11 et 18 mars. La semaine prochaine, je recevrai M. Édouard Balladur. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité concernant l'inquiétante augmentation des chiffres de la délinquance en France pour l'année 2000, plus 4,5% globalement, crimes et délits confondus, forte augmentation des attaques de fourgons et de la délinquance concernant les cartes bancaires, plus de 60% d'augmentation rien que sur Paris. Information exclusive France 2.
Et puis, question sur l'utilisation d'armes à l'uranium appauvri par l'OTAN dans le conflit du Kosovo. Elle serait à l'origine de la mort de plusieurs soldats italiens et de la leucémie qui atteint actuellement 4 soldats français. L'Italie a demandé des explications à l'OTAN. Dans quelques secondes, la météo avec Patrice Drevet, puis le point route avec Yves Cara. Le dernier journal de la rédaction sera présenté peu après 1h du matin avec Alexandre Cara. Demain à 7h50, Gérard Morin recevra Jacques Dermagne, qui est le président du Conseil économique et social. À 13h, vous retrouverez Laurence Ostolaza et à 20h, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir. Merci.